Théoriquement, les humains pourraient survivre à un astéroïde capable de détruire des planètes entières. Toutefois, ce ne serait pas une mince affaire. Remontons 66 millions d'années en arrière, à la fin de la période Crétacée. La Terre d'avant les humains, où prospéraient les dinosaures. La flore et la faune étaient riches et diversifiées. Vous auriez pu observer un T-Rex pourchassant un Tricératops, ou l'immense Alamosaurus, l'un des plus grands animaux ayant jamais foulé notre planète, dominant le paysage. Oui, il doit bien son nom à la région de Fort Alamo, et égare à l'ankylosaure, un véritable tank sur pattes qui balançait sa queue comme un boulet destructeur contre toute menace. Alors que vous vous apprêtez à profiter d'une soirée tranquille sous les étoiles, une nouvelle lumière étincelante apparaît dans le ciel de l'hémisphère nord. Au début, cette nouvelle étoile dans le ciel ne se distingue pas particulièrement, elle scintille simplement comme les autres. Mais laissez passer quelques heures et vous remarquerez qu'elle devient plus lumineuse. Vérifiez de nouveau la nuit suivante, et boum, c'est l'objet le plus brillant dans le ciel, éclipsant les planètes et même la Lune. Et finalement, elle surpasse de manière terrifiante le Soleil. Cette étoile était le fameux astéroïde qui a laissé derrière lui l'immense cratère de Chicxulub, dans la péninsule mexicaine du Yucatan. L'astéroïde pénètre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse vertigineuse de 20 km par seconde. Il traverse les 100 km de l'atmosphère en à peine 3 secondes. Il s'abat si rapidement que même l'air ne peut pas s'écarter. Il se trouve compressé et se réchauffe de milliers de degrés en un clin d'œil. Avant même que l'astéroïde ne touche le sol, cet air surchauffé a déjà vaporisé une grande partie de la mer où il s'apprête à frapper, près de la péninsule du Yucatan. Puis, dans une immense explosion, l'astéroïde s'écrase sur l'Amérique centrale avec un fracas assourdissant. Il ne se contente pas de heurter le sol, il liquéfie la terre et la roche. L'astéroïde creuse un trou si profond et si large qu'il atteint presque les couches internes de la Terre et projette des débris à plus de 30 km de hauteur. À l'instant précis de l'impact, l'astéroïde convertit également sa vitesse et sa masse colossale en chaleur en une fraction de seconde. Il libère tant d'énergie que les molécules se mettent à bouger plus rapidement qu'à la surface du Soleil. Cette énergie prodigieuse a créé une immense boule de plasma, un gaz ultra chaud et électriquement chargé, composé de fragments de roches vaporisés. Le tout a été projeté à des vitesses phénoménales. L'onde de choc de l'impact et la chaleur ont instantanément pulvérisé les alentours du site, déclenchant des tremblements de terre dans le monde entier. Et il n'y a pas que ces roches dont il faut se soucier. En traversant le ciel, elles frottent contre l'air, chauffant au point de provoquer des incendies planétaires. La chaleur qu'elles dégagent pourrait être comparée à celle d'un four réglé à sa température maximale. Cette pluie de feu entraîne la combustion de la plupart des arbres de la planète. Le monde entier s'embrase. Très vite, cela change tout. En un instant, les dinosaures sont anéantis, laissant place au règne des mammifères. Et pas seulement les dinosaures, 75% des espèces, et notamment des grandes créatures disparaissent, ne laissant derrière elles que quelques petits oiseaux et rongeurs. Alors, comment pourriez-vous, en tant qu'humain, survivre à un tel événement ? Certains animaux ont survécu à cette époque. Pour y parvenir, nous devons apprendre de leur résilience. Les seuls oiseaux qui survivent même aux conditions les plus difficiles sont ceux qui nichent en sécurité au sol. Parmi les rares grands animaux qui parviennent à éviter l'extinction, tous ont des stratégies pour faire face à la chaleur. Certains petits mammifères, serpents et lézards, peuvent se creuser des terriers souterrains plus frais. D'autres, comme les crocodiles et les tortues, se réfugient simplement dans l'eau. Ainsi, si vous vous trouvez à l'autre bout de la planète au moment de l'impact et que vous réagissez très rapidement, vous pourriez peut-être survivre. L'impact se produit à environ 6000 km de distance. Mais ne sous-estimez pas sa puissance. Dès que vous entendez le grand boom, réfugiez-vous sous terre aussi vite que possible. Et soyez prudent, car vous ne sentirez la terre trembler qu'environ 30 minutes plus tard. Cachez-vous dans une grotte profonde, de préférence avec une entrée étroite. Cela vous protégera des débris, et les températures souterraines resteront stables. De plus, certaines grottes possèdent des sources d'eau naturelles, des rivières ou des ruisseaux. Vous devrez peut-être vous préparer à un régime alimentaire peu appétissant d'insectes, de champignons, ou de petits animaux peu attrayants qui cherchent également refuge dans votre réseau de grottes. Mais c'est mieux que rien. Vous devez également vous tenir extrêmement loin de toute grande étendue d'eau. Être près de l'océan peut sembler une bonne idée lors d'un impact d'astéroïde, car la mer peut atténuer ces changements extrêmes de température. Néanmoins,
Les tremblements de terre déclenchent de terrifiants tsunamis, et ce même dans les lacs ou les fjords. L'impact de l'astéroïde déclenche non seulement un tsunami, mais plusieurs, et ils sont aussi hauts que des gratte-ciel. En l'espace d'une heure, d'énormes vagues mesurant de 180 à 300 mètres de haut frappent la côte du Golfe, s'abattant sur le Mexique et le sud des États-Unis, inondant des kilomètres à l'intérieur des terres. Ces vagues sont si puissantes qu'elles repoussent même les rivières en sens inverse. Ces tsunamis se propagent le long des côtes, atteignant la côte est des États-Unis. Et 6 heures plus tard, ils frappent l'Europe, l'Afrique et le bassin méditerranéen. 15 heures après l'impact, il n'y a plus une seule côte sur Terre qui n'ait pas ressenti la fureur de ces vagues. Supposons que vous ayez survécu à l'impact initial en vous abritant profondément sous terre. Vos ennuis ne font que commencer. L'astéroïde de Chicxulub frappe une région riche en soufre, projetant 100 milliards de tonnes de soufre et une énorme quantité d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau forme d'immenses nuages d'orage, provoquant des pluies acides. Dans les régions plus froides, de terribles tempêtes recouvrent la Terre sous d'épaisses couches de neige jour après jour. L'impact vaporise également d'énormes quantités de pétrole, projetant l'équivalent de 150 stades de football d'hydrocarbures dans les airs. Ce pétrole se transforme en une épaisse suie noire dans la stratosphère, enveloppant la Terre comme du mazout. Même lorsque les pluies acides se calment, ce carbone reste au-dessus des nuages et ne se dissout pas. La couche de suie bloque 90% de la lumière du Soleil, plongeant la Terre dans une obscurité glaciale qui dure au moins 3 ans. La température moyenne du globe diminue d'environ 50 degrés. Lorsque vous quittez enfin votre grotte, vous devez trouver des endroits où vous ne gèlerez pas. Les seuls lieux épargnés par le gel sont des îles tropicales comme Madagascar, l'Inde, qui était encore une île à l'époque, et l'Indonésie. Ces endroits possèdent encore des plantes et quelques animaux, et continuent à recevoir de l'eau douce, contrairement à la majorité de la planète. Tout le reste ressemble à un vaste désert nucléaire. Ces îles tropicales sont des refuges pendant l'apocalypse, mais ce ne sont pas des paradis pour autant. Elles reçoivent à peine 10% de leur ensoleillement habituel et juste assez de pluie pour éviter de se transformer en désert. Dans ce cadre sombre et froid, la plupart des chaînes alimentaires s'effondrent. Pour survivre, vous devrez apporter beaucoup de nourriture avec vous, pour les 6 prochaines années au moins. Certains organismes ont la chance de survivre. Les fossiles nous montrent que les écosystèmes d'eau douce s'en sortaient bien, de sorte que rester près d'une rivière ou d'un estuaire pourrait être votre meilleure chance de trouver de la nourriture. Vous pourriez y croiser des tortues, des crocodiles et quelques poissons. Des créatures comme les palourdes, les escargots et les petits crustacés, tapis dans les sédiments, parviennent également à résister. Bien que ces contrées soient un peu plus chaudes que les autres, elles ne sont pas de tout repos. Il vous faudrait emporter des vêtements chauds pour accroître vos chances de survie. En résumé, le meilleur endroit où survivre à l'astéroïde de Chicxulub serait l'Indonésie, une région tropicale montagneuse composée de plusieurs îles. Vous y trouveriez des températures vivables, un peu de pluie et de profondes cavernes où vous abritez. Cela pourrait vous protéger des pluies de roches en fusion, de la chaleur intense, et même vous aider à trouver de la nourriture dans les rivières et les lacs. Mais si vous tombez sur des créatures ressemblant à des musaraignes dans votre quête de nourriture, voyageurs temporels que vous êtes, merci de les laisser tranquilles. On ne sait pas combien ont survécu à l'impact de Chicxulub et en manger une seule pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'avenir de l'humanité. En d'autres termes, ne mangez pas votre arrière-arrière-arrière-arrière-père. D'accord ? Êtes-vous certain qu'un astéroïde soit vraiment responsable de l'extinction des dinosaures ? Le mystère entourant la disparition de ces créatures terrifiantes suscite de nombreux débats, tant dans le domaine scientifique que sur grand écran. Mais que s'est-il vraiment passé ? Comment les scientifiques ont-ils élucidé cette énigme ? Et pourquoi est-ce si important ? Explorons cette question ensemble. Remontons en Angleterre en 1842, lorsqu'un savant du nom de Sir Richard Owen se consacrait à l'étude de fossiles de reptiles gigantesques. Il remarqua que 3 de ces créatures, le mégalosaure, l'iguanodon et le Hylaeosaurus, présentaient des caractéristiques communes. Saisi par une intuition brillante, il décida de les regrouper sous un nouveau terme, Dinosauria, signifiant « terrible lézard » en grec. Les scientifiques de l'époque se contentèrent de classer les dinosaures en fonction de leur apparence. Puis, Charles Darwin arriva avec une théorie révolutionnaire.
les espèces évoluent au fil du temps. Cette idée bouleversa les conceptions préexistantes et obligea les chercheurs à repenser la classification des dinosaures. Ils introduisirent une nouvelle méthode appelée classification phylogénétique. Imaginez un immense arbre généalogique englobant toutes les créatures ayant jamais existé. En haut de cet arbre, nous trouvons le mégalosaure et l'iguanodon, et nous affirmons que tous les descendants de ces dinosaures partagent un ancêtre commun. C'est un peu comme retracer son propre arbre généalogique jusqu'à l'ancêtre originel des dinosaures. Tout cela semblait être un excellent plan jusqu'à ce que les choses se compliquent. En étudiant les dinosaures, nous avons découvert des espèces avec des plumes et des becs, et d'autres sans. C'est ainsi que nous avons réalisé que les oiseaux étaient cousins de certains dinosaures, voire peut-être même leurs descendants directs. Après avoir compris cela, les scientifiques ont dû réexaminer l'arbre généalogique des oiseaux et redéfinir la notion même de dinosaure. Finalement, ils en ont conclu que les oiseaux étaient, en quelque sorte, des dinosaures. Mais pas tout à fait. Déroutant, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, nous avons désormais deux groupes distincts. Le premier est constitué des oiseaux. Le second regroupe les dinosaures non aviens, qui sont aujourd'hui éteints. Par conséquent, au lieu de nous demander qu'est-ce qui a causé l'extinction des dinosaures, nous devrions plutôt nous interroger sur ce qui a provoqué l'extinction des dinosaures non aviens. La réponse semble évidente. On pense souvent qu'un gigantesque astéroïde est à l'origine de l'extinction des dinosaures, et c'est probablement la première idée qui vous vienne à l'esprit. Même Google et d'autres moteurs de recherche s'accordent sur ce point, comme des camarades de classe qui copient leurs devoirs les uns sur les autres. L'histoire nous enseigne qu'il y a environ 66 millions d'années, les dinosaures ont pratiquement tous disparu, à l'exception de ceux qui ont évolué en oiseaux. Bien sûr, la réalité est plus complexe. Tous les dinosaures ne se sont pas éteints d'un coup. Certains ont disparu naturellement, et des extinctions mineures se sont produites tout au long de leur existence terrestre. Mais l'événement majeur dont nous parlons s'apparente à un changement de décor dans un film, comme si l'on zappait brusquement de chaîne à la télévision. Pouf! Et la Terre est passée de l'ère des dinosaures à celle des mammifères. Les scientifiques appellent ces périodes le Crétacé et le Paléogène. Nous avons même un nom pour cet événement particulier, l'extinction KPG ou KT. Certains s'y réfèrent également comme à l'événement d'il y a 65 millions d'années, bien que la date la plus précise soit plutôt de 66 millions d'années. Deux principales théories prédominent, l'impact brutal d'un astéroïde ou des éruptions volcaniques répétées. Parlons de l'hypothèse de l'astéroïde. Imaginez, il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde colossal frappant la Terre. Cet objet avait un diamètre d'environ 10 km, soit un peu plus grand que le mont Everest. Fendant le ciel avec une vélocité stupéfiante, il se déplaçait à une centaine de fois la vitesse du son. Lors de son impact, il a libéré une immense quantité d'énergie. Ce cataclysme s'est produit dans ce qui est aujourd'hui le sud du Mexique, près du fameux cratère de Chicxulub, lié à l'extinction des dinosaures. Tout ce qui se trouvait à proximité de l'impact a été instantanément vaporisé. Imaginez l'explosion la plus massive que la Terre ait connue en plusieurs milliards d'années. Rien n'a survécu dans cette zone. Ensuite, les répercussions se sont faites sentir. Alors que la boule de feu se dissipait, la surface de la Terre a sombré dans le chaos. Le sol tremblait et se distordait, déclenchant des séismes d'une ampleur inimaginable. Les continents ressemblaient à d'immenses châteaux gonflables en plein délire. Puis, les débris projetés dans l'atmosphère par l'impact ont commencé à retomber en une pluie dense. Même si vous n'étiez pas à proximité des énormes fragments tombant au Mexique, vous auriez été touché par ces minuscules particules brûlantes qui volaient dans l'air. L'atmosphère est devenue si chaude que des forêts entières ont spontanément pris feu dans le monde entier. Et ce n'est pas tout. Préparez-vous à un tsunami gigantesque. Le fond de l'océan a été totalement bouleversé, poussant des vagues gigantesques vers l'intérieur des terres autour du golfe du Mexique. Mais même cela n'a pas suffi à éradiquer tous les dinosaures. Ceux de Nouvelle-Zélande, par exemple, semblaient relativement épargnés. Alors, qu'est-il arrivé pour qu'ils disparaissent tous?
Ils ont d'abord ressenti une légère secousse, puis le ciel a commencé à s'assombrir et à devenir lugubre, comme s'il faisait nuit. Et soudain, un épais manteau de cendres a commencé à envelopper lentement toute la planète. Maintenant, voici où commence le véritable drame. Le problème majeur avec l'impact de cet astéroïde ne réside pas dans l'explosion, comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt dans ses effets à long terme. Imaginez les débris projetés dans le ciel, masquant la lumière du soleil. Les jours se transformant en nuit et les températures chutant brusquement. Les dinosaures herbivores ont rapidement périclité, laissant les carnivores festoyer, mais pas pour longtemps. Sans la lumière du soleil, la chaîne alimentaire s'est effondrée très rapidement. Ensuite, les cendres sont retombées sur Terre, aggravant encore la situation. Des éléments nocifs, comme le dioxyde de carbone, ont commencé à flotter dans l'air. Ce dioxyde de carbone, combiné aux fragments du fond marin, a causé des variations extrêmes de température. La Terre alternait entre chaleur intense et froid glacial. C'est alors que 50 à 80% des espèces de dinosaures ont disparu à jamais. Ce qui est encore plus tragique, c'est que ce chiffre ne compte que les espèces elles-mêmes. Ce chiffre est bien plus élevé si l'on considère le nombre d'individus affectés. On pourrait penser que les mammifères ont enfin eu leur chance après la disparition des dinosaures. Mais même eux ont dû traverser des temps difficiles. Nous avons beaucoup de chance que certains mammifères parmi les plus résilients aient survécu à ce chaos. Ceux qui ont subsisté étaient de véritables petits champions, dotés de métabolisme rapide, de régimes alimentaires flexibles ou de terriers parfaitement abrités. Mais cette histoire n'est qu'une hypothèse. Il existe une autre théorie, celle du volcanisme. Les volcans, ces montagnes de feu, ont pour habitude de vomir de la lave et de provoquer des ravages incomparables. Étonnamment, cette théorie ne concerne pas les éruptions explosives, mais quelque chose de plus lent et de plus pernicieux. Environ 1 million d'années avant la catastrophe des dinosaures, un grand bouleversement s'est produit sous la surface de la Terre. Profondément enfouie sous ce qui est aujourd'hui l'Inde, une rivière de magma a commencé à se former, réchauffant progressivement la région. Puis, l'Inde a été frappée violemment, se transformant en une mer de lave, semblable à un océan ardent, comme si une multitude de camions bennes déversaient lentement leur contenu de lave. Ces résidus solidifiés sont connus sous le nom de trappe du Décan, une couche profonde de lave solidifiée couvrant une étendue de la taille de la France. Tout comme dans notre histoire d'astéroïdes, le véritable problème avec le volcanisme réside dans l'air. Pendant des centaines de milliers d'années, le dioxyde de soufre s'est répandu comme une ombre inarrêtable, assombrissant le ciel et provoquant des pluies acides. Les sources de nourriture se sont transformées en poison, et les océans sont devenus des bains d'acide. Ensuite, le dioxyde de carbone a pris le relais. C'était comme jouer avec le thermostat, bouleversant complètement le climat de la Terre. Cela a conduit à un véritable chaos. Les écosystèmes ont été perturbés, les chaînes alimentaires se sont rompues, et les espèces se sont éteintes les unes après les autres. Ces deux théories semblent assez crédibles. Les experts ont engagé de grands débats pour déterminer laquelle était correcte et expliquer pourquoi les dinosaures ont disparu. Alors, quelle est la vraie réponse? Malheureusement, nous ne le savons toujours pas. Certains scientifiques défendent une théorie, tandis que d'autres lui préfèrent la seconde, nous laissant au final tous perplexes. Mais ne soyez pas trop sévères envers les médias ou les scientifiques. Ils font de leur mieux pour élucider le mystère de la disparition des dinosaures, et peut-être qu'un jour, nous découvrirons enfin la vraie réponse. Alors, restez à l'écoute. On a tous eu peur du noir à un moment de notre vie. Pas vrai? Te rappelles-tu te faire border par l'un de tes parents après qu'il t'ait lu un conte de fées effrayant avec des monstres, des dragons ou même des dinosaures? Quand ils étaient sur le point d'éteindre la lumière et de sortir silencieusement de ta chambre, tu t'en souvenais. Et s'il y avait quelque chose de caché sous ton lit? Ou pire, si une créature effrayante était cachée dans le placard? Tu pouvais te lever et vérifier, mais il faisait bien trop sombre. Ne serait-il pas formidable d'avoir une source de lumière qui viendrait de l'intérieur de notre corps et qu'on pourrait utiliser à volonté dans le noir? Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais il existe plusieurs créatures qui peuvent s'éclairer elles-mêmes.
C'est grâce à un petit truc que les scientifiques appellent la bioluminescence. Les animaux vivant dans la mer ont plus souvent tendance à avoir ce talent que les autres. Et on peut trouver ces créatures n'importe où, près de la surface ou au fond des océans, à 4000 mètres de profondeur si tu aimes les chiffres. Ces créatures utilisent leur lumière pour faire de nombreuses choses, comme communiquer avec les autres membres de leur espèce, attirer des proies ou effrayer leurs ennemis. La bioluminescence est la capacité d'un organisme à émettre sa propre lumière grâce à la chimie. Ces animaux utilisent essentiellement deux substances, l'une appelée luciférine et l'autre luciférase. Ajoute un peu d'oxygène et boum, ça fait de la lumière. Si tu te demandes si quelqu'un a jeté un bâton lumineux dans l'océan, regarde si cette lumière est bleue, verte ou même rouge. Elle est même généralement répartie sur une grande surface ressemblant parfois à des paillettes ou à un ciel étoilé. Cette atmosphère romantique est due aux calmars, aux petits crustacés et aux algues. J'ai un autre phénomène inhabituel pour toi. Que dirais-tu d'une chute d'eau dorée ? Sérieux, ça existe vraiment, et c'est un phénomène naturel. Pour la voir, il faut aller au parc national de Yosemite, à Horsetail Fall. Assure-toi de planifier ton voyage en hiver ou au début du printemps, car c'est le seul moment de l'année où tu pourras voir cet impressionnant phénomène. Il n'y a pas besoin d'explications scientifiques. Ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil, au crépuscule, qui illumine la chute d'eau de telle manière qu'elle prend l'apparence d'une rivière de lave. Ou d'or, à toi de voir. C'est la raison pour laquelle, à cette époque de l'année, cette chute d'eau est également appelée la chute de feu. Malheureusement, ce phénomène devient de moins en moins visible avec les années, principalement à cause de la sécheresse et d'autres problèmes liés à la fonte des neiges. Donc si tu t'y rends, garde toujours un œil sur la cascade, car l'effet est très bref. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale ? C'est ce qu'on appelle aussi la foudre volcanique. Apparemment, les spécialistes qui étudient ce phénomène n'ont pas encore bien cerné de quoi il s'agit. Lorsqu'un orage ordinaire se produit, des particules de charge positives et négatives entrent en collision, créant une étincelle géante que nous appelons éclair. Cela produit aussi beaucoup de bruit, le tonnerre. Mais quand un volcan entre en éruption, certaines particules de cendres volcaniques se chargent électriquement. Étant projetées dans les airs avec une force énorme, elles entrent en collision et provoquent des décharges électriques. Ceci donne l'impression qu'il y a des éclairs provenant du volcan lui-même. Imagine toutes ces cendres, ces gaz et cette fumée sortant du cratère et ajoute-y des éclairs. L'ensemble est vraiment spectaculaire. Maintenant, que penses-tu de nuages qui ressemblent à des vagues ? On les appelle asperitas. Ils sont généralement assez proches du sol, contrairement aux nuages habituels. Leur nom vient du latin aspero, qui se traduit par rêche ou inégal. En de rares occasions, on peut voir de tels nuages par temps calme. Ils sont surtout associés aux orages. Ces nuages apparaissent lorsque les conditions atmosphériques sont instables et étonnamment, ils ne produisent pas de pluie. Même s'ils ressemblent à des nuages d'orage, ils créent également des motifs aléatoires, trompant nos yeux en leur faisant croire que nous regardons la surface de la mer depuis le fond de l'eau. D'autres nuages impressionnants sont les mammatus. Ce qui les rend si particuliers, c'est une série de renflements émergeant de la base de chaque nuage. Quand ces nuages atteignent un niveau de l'atmosphère où la direction du vent change, ils forment ces motifs ressemblant à des vagues dans le ciel. L'Australie est l'endroit idéal si tu aimes le surf. Mais toutes les vagues que tu verras là-bas ne sont pas faites d'eau. Près d'une ville appelée Hayden, il y a une mystérieuse vague faite de roches. Cette formation granitique remonterait à 2,63 milliards d'années. C'est bien avant que les dinosaures ne commencent à fouler notre planète. D'une hauteur de 15 mètres et d'une largeur de 110 mètres, cette vague s'est formée à la suite de deux processus. La météorisation et l'érosion. Des sédiments plus mous se trouvaient à la base de Wave Rock ont été altérés par les eaux souterraines. Les vents et les pluies ont fait le reste du travail, provoquant l'érosion du reste de la formation.
Ces rayures rouges, jaunes et grises, sont constituées d'hydroxyde de fer, de carbonate et d'autres composés chimiques qui ont été emportés par la pluie. Maintenant que tu es en Australie, il y a un autre endroit qui semble irréel, mais il faudra le survoler si tu veux obtenir la meilleure photo. Dans la partie occidentale du pays, entourée de forêts vertes, se trouve une série de lacs. Ils sont tous d'une stupéfiante couleur rose vif. Le plus célèbre d'entre eux est le lac Hillier. Un réservoir d'eau de 600 mètres de long, il est entouré de sable et d'une forêt d'eucalyptus. Cela fait encore plus ressortir sa teinte cartoonesque. L'une des nombreuses théories expliquant la couleur de ces lacs mystérieux est liée aux algues. Ces dernières semblent comporter des taux élevés d'une substance appelée bêta-carotène qui contient un pigment rouge-orange. Une autre explication implique des halobactéries, des micro-organismes qui ont parfois une couleur rouge. Des fois que tu n'aimes pas voler, ces lacs sont également parfaits pour s'y baigner. Ils ne sont pas toxiques, même s'ils contiennent beaucoup de sel. Cela signifie que tu peux y flotter facilement et l'eau n'abîmera pas ton maillot de bain. En hiver, dans le nord du Canada, un phénomène étrange se produit au lac Abraham, dans l'Alberta. Sous la surface gelée, on peut apercevoir des formes bizarres ressemblant à des méduses congelées. Ce n'est absolument pas le cas, car ces formations effrayantes ne sont que des bulles de méthane gelées. Ce sont des poches de gaz qui ont été piégées sous l'eau après que le lac est gelé. Elles apparaissent lorsque des feuilles et de l'herbe tombent dans l'eau et que des bactéries se dégradent. Ce processus les transforme en méthane. Ce phénomène est aussi beau qu'il est dangereux, car ces poches de méthane peuvent facilement s'enflammer. Quand les températures remontent au printemps, la glace fond et ces bulles commencent à éclater et à pétiller. C'est très spectaculaire à observer. Imagine un lac de soda. Rappelle-toi simplement de ne pas apporter la moindre source de feu. Cela peut être dangereux pour les visiteurs. On peut observer ce type de lac dans tout le parc national de Banff, au Canada. La nature a souvent tendance à faire sa propre musique. Il suffit d'écouter le son des grillons la nuit ou le bruit apaisant d'une chute d'eau. Mais dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, un étrange phénomène géologique porte les vocalises de la nature à un tout autre niveau. Ces rochers s'appellent les Ringing Rocks, et les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer leur comportement inhabituel. Si on frappe ces pierres avec un objet lourd, comme un marteau ou une autre pierre, elles émettent un tintement comme si elles étaient creuses. Mais elles ne le sont pas du tout. Ce qui rend les Ringing Rocks encore plus étranges, outre le son mystérieux qu'ils émettent, c'est qu'aucun animal ne veut s'y attarder, même si ces rochers sont entourés d'une épaisse forêt. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à déceler la moindre activité animale dans la région. Ce qui est encore plus frappant, c'est que malgré tous les arbres qui les entourent, on ne trouve aucune feuille sur ces rochers. La raison pour laquelle ces rochers sont si peu attrayants pour les animaux et la végétation reste un mystère. Nous autres, les humains, disposions autrefois de pouvoirs quasi surnaturels. Mais ils ont tous disparu depuis bien longtemps, car de telles aptitudes sont devenues inutiles. De sorte que l'évolution nous en a débarrassés. Par exemple, l'une de ses capacités était le sommeil d'hibernation. Oui, cela ne semble pas aussi stylé que la téléportation ou le pouvoir de voler. Mais dans notre monde moderne, cela pourrait être fort utile. Imaginez que vous vous couchiez avant l'hiver et que vous vous réveilliez au printemps. Pas de temps morose, pas de dépenses d'argent pour la nourriture durant cette période. Juste un long sommeil profond. Ainsi, peut-être que nos anciens ancêtres hominidés, plus proches des primates que des humains, étaient capables d'entrer en hibernation prolongée. C'était il y a environ 500 000 ans, des centaines de millénaires avant l'apparition des premiers Homo sapiens. Les hominidés de cette époque vivaient dans des grottes au moment de cette ère glaciaire et plongeaient dans un long sommeil afin d'y survivre. Ce n'est pas un fait confirmé cependant, mais les scientifiques ont émis quelques suppositions à ce sujet. Des paléontologues ont découvert de nombreux fossiles de nos ancêtres à l'intérieur d'une grotte en Espagne. L'analyse a montré que ces hominidés manquaient de vitamine D et de réserves de graisse.
Ces étranges indices tendent à montrer que les habitants de ces grottes auraient pu être en état d'hibernation. Peut-être que leur métabolisme ralentissait et que leurs réserves de graisse et de vitamines s'amenuisaient peu à peu pour permettre leur survie pendant ce long sommeil. Bien sûr, une telle capacité pourrait être utile dans le monde moderne, mais elle présente aussi plusieurs inconvénients. Prenons l'exemple des ours et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer pendant l'hibernation. Des processus métaboliques uniques permettent ce long sommeil. Mais si ces processus sont perturbés, alors après s'être réveillé, l'ours peut tomber gravement malade. Cela peut arriver à cause d'une quantité insuffisante de graisse et de réserves alimentaires. Une autre capacité du passé pourrait aider l'homme moderne à économiser une fortune. Cette capacité est d'avoir des dents fortes et saines. Aujourd'hui, nous avons des cliniques dentaires, des équipements de haute technologie, des centaines de types de brosses à dents et de dentifrice, des bains de bouche, et bien plus encore pour prendre soin de nos dents. Et malgré cela, nos ancêtres avaient des dents bien plus fortes et plus saines. Des mâchoires plus puissantes et des dents tranchantes leur permettaient de mastiquer les viandes les plus coriaces. Et l'immunité de la cavité buccale ne permettait pas aux bactéries de se développer. Mais ensuite, l'agriculture est apparue. Les gens ont commencé à manger des céréales. Cela a ajouté de nouvelles espèces de bactéries à leur bouche, affaibli les muscles de leur mâchoire et provoqué les premières caries. Les dents sont devenues plus fragiles, mais elles ont reçu le coup de grâce lorsque les gens ont découvert le sucre. Les sucreries ont apporté beaucoup de problèmes à notre santé bucco-dentaire. Auparavant, les dents servaient d'outils pour traiter les matériaux durs. Mais ensuite, nous avons commencé à manger des aliments tendres, des boulettes de viande et du poulet frit. Et la force des dents est devenue négligeable. L'évolution nous a privés de cela. Nos ancêtres étaient un peu plus grands, plus forts, plus agiles et plus endurants que nous. Quelques jours passés dans les plaines à chasser des mammouths équivalaient à un mois d'entraînement régulier en salle de sport. Les gens n'étaient pas obèses. Ils mangeaient des aliments naturels et étaient bâtis comme des athlètes. Mais pourquoi étaient-ils plus grands? Qu'est-ce qui a influencé notre croissance osseuse? Au cours des 10 derniers milliers d'années, les changements de croissance sont les plus notables. Mais cette tendance a changé en notre faveur au cours des derniers siècles, et les gens ont commencé à grandir. Il est difficile de déterminer la cause exacte de ces changements. Ce peut être la génétique, l'environnement, le mode de vie, l'alimentation, ou l'apparition des techniques modernes. Ainsi, il y a 4000 ans, les hommes de Cro-Magnon chassaient et cueillaient en Europe. Ils étaient physiquement mieux bâtis grâce à un tel mode de vie. Leurs ancêtres avaient émigré depuis l'Afrique, ce qui expliquait en partie leur grande taille. Des os plus longs étaient utiles pour s'adapter au chaud climat africain. Mais après 3000 ans, la croissance de ces hommes a fortement diminué en raison de l'arrivée d'un temps plus froid et du développement de l'agriculture. Nos ancêtres ont traversé des périodes de famine, et leurs corps se sont rabougris au fil du temps pour s'adapter à un régime plus restreint. De plus, vivre au contact du bétail a provoqué l'émergence de nouvelles maladies, et tout cela a affecté l'apparence de nos ancêtres. On ne rencontre presque plus de tels problèmes à présent. Nous avons la possibilité de manger des aliments sains, de recevoir des soins médicaux et de prendre des suppléments. Tout cela nous a permis de grandir de quelques centimètres de plus. Mais un tel changement dans le corps humain reste toujours un mystère. Nous avons atteint aujourd'hui un stade de développement jamais égalé. Nous pouvons devenir des sommités en neurosciences et en physique thermonucléaire, créer des ordinateurs surpuissants, avoir accès à toutes les connaissances du monde et étudier les profondeurs infinies de l'espace. Mais pour une raison quelconque, nos cerveaux sont devenus beaucoup plus petits que ceux des gens qui vivaient il y a plusieurs milliers d'années. Mais comment est-ce possible, étant donné que nos ancêtres ne s'adonnaient qu'à l'agriculture, au commerce et à la fabrication d'outils rudimentaires? Puis sont apparues les grandes villes, l'architecture, l'art et la technologie. Et pendant tout ce temps, notre cerveau rétrécissait à mesure que l'humanité progressait. Il a même perdu un volume équivalent à celui de 4 balles de ping-pong. La raison n'est pas que les gens étaient plus intelligents dans le passé. Le volume du cerveau n'est pas vraiment lié au développement intellectuel. Il est en revanche possible que leur cerveau ait rétréci à cause de la collectivité. Pour comprendre ce que cela signifie, observons plutôt les fourmis. Des scientifiques ont mesuré la taille du cerveau de certaines espèces. Ils ont remarqué que les espèces qui entretenaient des systèmes sociaux complexes présentèrent des cerveaux plus petits.
Cela signifie que si une fourmi interagit étroitement avec d'autres fourmis et partage son travail avec elles, son cerveau réduit. Le partage des tâches au sein d'une même espèce contribuerait donc à la réduction de cet organe, ses capacités cognitives se retrouvant ainsi réparties entre différents groupes effectuant différents travaux. On dirait que plus un cerveau se décharge ses fonctions, plus il devient petit. Autrement dit, si vous vivez isolé sur une île, pratiquez l'agriculture et la pêche et construisez votre maison tout seul, alors votre cerveau devient plus gros. Mais dans une grande société complexe, où toutes ces fonctions sont réparties parmi de nombreux membres, le cerveau humain rétrécit. En un sens, l'intelligence devient collective. Mais à quel moment de notre existence l'intelligence humaine est-elle devenue aussi collective qu'elle pouvait l'être? C'est lorsque l'écriture est apparue, soit environ 2000 ans avant le début du rétrécissement de nos cerveaux. Lorsque nos ancêtres ont appris à écrire, ils ont libéré une grande zone liée à la mémoire dans leur cerveau. Ils n'avaient plus à conserver une trace de toutes ces choses indispensables dans leur esprit. Et avec le développement des civilisations, la collectivisation de l'humanité s'est accrue. Puis sont arrivées la télévision et Internet. Nous ne tarderons pas à découvrir comment cela affectera notre cerveau dans le futur. D'une part, son volume pourrait diminuer encore davantage. Mais d'autre part, nous baignons dans un flux infini d'informations. Nous ne savons pas encore comment cela affectera la taille de nos crânes. La collectivisation de la conscience n'est qu'une des hypothèses expliquant le rapetissement de nos cerveaux. Une autre théorie suggère que cela serait arrivé à cause de notre mode de vie sédentaire. Le cerveau d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal de compagnie est plus petit que celui de ses ancêtres qui vivaient à l'état sauvage. Lorsque les gens ont commencé à s'établir dans les villes et à dépenser moins d'énergie pour obtenir leur nourriture, leurs cerveaux ont également pu commencer à rétrécir. En plus de la taille du cerveau, les humains ont subi de nombreux changements. L'humanité présente désormais une grande variété d'apparences, que les premiers Homo sapiens ne connaissaient pas. Dans un lointain passé, chacun possédait les mêmes propriétés physiques caractéristiques d'une région particulière. Par exemple, une silhouette courte et trapue était typique des gens vivant dans des environnements froids. La surface corporelle d'une personne de petite taille aide à mieux conserver la chaleur. Par ailleurs, la surface corporelle d'une personne de grande taille dissipe plus efficacement la chaleur, de sorte que les gens vivant dans les régions d'Afrique les plus arides étaient plus grands, et dans les régions où il fait une chaleur torride pendant la journée, et où les gelées arrivent dès la tombée de la nuit, les gens ont pu développer la capacité d'abaisser leur température corporelle sans frissonner ni ressentir le froid. Ce phénomène concerne particulièrement les tribus aborigènes qui peuplent le désert central d'Australie. L'environnement affecte les caractéristiques externes presque autant que la génétique. Et au cours des 40 derniers milliers d'années, l'évolution n'a fait qu'accélérer. La capacité à voyager et l'accroissement de la population humaine ont contribué au mélange de différents groupes ethniques à travers la planète, ce qui a également favorisé une certaine diversité dans l'évolution. Il semble que l'humanité n'ait pas encore atteint le point culminant de son évolution. Et peut-être qu'il n'y a pas vraiment de limite à cela. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum, et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre.
Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G? L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant? Eh bien, Paléodiction nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande?
Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre, et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science? Est-ce lié à un gaz inflammable? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. Remontons le temps jusqu'aux premiers jours de l'histoire de l'humanité, à l'époque où nos ancêtres vivaient en tribus nomades. Songe un instant à ce que devait être la vie pour ceux qui souffraient d'une déficience visuelle. Pour ceux qui avaient la chance de n'avoir que des problèmes de vue bénins, ils pouvaient probablement se déplacer sans trop de difficultés. Mais pour ceux qui souffraient de graves problèmes de vue, les défis étaient quasi insurmontables. Leur productivité et leur utilité pour la tribu pouvaient être grandement compromises, ce qui pouvait conduire à leur exclusion. Au fur et à mesure que nous nous sommes établis et avons formé des communautés, la façon dont nous nous traitions mutuellement a commencé à évoluer, et nous avons commencé à considérer ces personnes souffrant de graves problèmes de vue avec un peu plus de gentillesse et d'empathie. Toutefois, sans les connaissances scientifiques dont nous disposons aujourd'hui, les moyens de leur venir en aide étaient très limités. Avant l'apparition des lunettes, les gens souffrant de problèmes de vue mineurs, comme la myopie, n'étaient probablement pas très affectés. Même si leur déficience visuelle pouvait rendre plus difficiles certaines tâches, comme la chasse ou l'identification d'une menace, ces individus pouvaient tout de même contribuer à la survie de leur tribu, et étaient donc généralement acceptés par leurs pairs. Au fil du temps, à mesure que leur vue se détériorait, nombreux sont ceux qui ont appris à s'adapter. Le déclin progressif de leur vue sur plusieurs années n'était peut-être même pas perceptible, si bien qu'elles ont pu développer des mécanismes d'adaptation, comme le fait de s'appuyer davantage sur leurs autres sens. Il convient également de noter qu'une vision nette et précise n'était pas aussi essentielle à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Pendant la grande partie de notre histoire, les taux d'alphabétisation ont été très faibles, souvent de l'ordre de 20% tout au plus, et une formation académique n'était pas essentielle à la plupart des emplois. Par conséquent, les problèmes de vue n'affectaient pas nécessairement la capacité d'un individu à travailler ou à apprendre. La plupart des gens n'étaient pas censés effectuer de tâches nécessitant une vue exceptionnelle. Ils pouvaient donc s'en sortir tant qu'ils étaient en mesure d'accomplir leurs tâches, qui prenaient souvent la forme d'un travail physique. Cela peut sembler dur selon les normes d'aujourd'hui, mais si ta vue était suffisamment bonne pour travailler, mettons, dans un champ, tu pouvais au moins t'assurer une source de subsistance et un revenu. Avance rapide jusqu'au XIIIe siècle, lorsque le premier éclat de ce que nous appellerions plus tard des lunettes a commencé à poindre. Ces premières versions des lunettes n'étaient fondamentalement que des loupes, qui ne servaient qu'à faciliter la lecture. Au fil des siècles, celles-ci sont devenues plus complexes, et elles ont commencé à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui aux alentours des XVIIe et XVIIIe siècles. Maintenant, penchons-nous un peu sur l'histoire fascinante des lunettes. Leur perfectionnement aura pris plusieurs siècles, jalonné de nombreux visionnaires et de leurs idées novatrices. Toutefois, le mystère de l'inventeur des lunettes apportées reste encore entier. Nous savons que nos anciens conquérants, les Romains, ont été les premiers à percer la magie du verre et de son pouvoir d'agrandissement de textes minuscules, donnant ainsi naissance aux premières loupes. Au XIIIe siècle, en Italie, nous rencontrons les premières lunettes portatives de l'histoire. Il s'agissait de lentilles rudimentaires, fabriquées par d'habiles souffleurs de verre, insérées dans des montures de bois, de cuir ou parfois même en cornes d'animal et maintenues contre le visage ou en équilibre sur le nez. À mesure que la technologie s'est améliorée au cours de la Renaissance, ces dispositifs sont devenus plus courants. Comment savons-nous que ces lunettes ont existé? Eh bien, grâce à l'art. Les peintures du début de la Renaissance représentent parfois des érudits avec des montures à main ou des bésicles juchés sur le nez. Sur la base de tests de vision rudimentaires, les souffleurs de verre italiens ont su façonner des verres de différentes épaisseurs. En raison de leur popularité croissante, ces lunettes ont commencé à quitter l'Italie pour s'étendre au reste de l'Europe, devenant un accessoire de luxe accessible à ceux qui pouvaient se l'offrir. Compte tenu de l'importance accordée au savoir à la Renaissance, les lunettes sont devenues un signe de prouesse intellectuelle et de richesse. Pendant un certain temps, il a semblé que la technologie des lunettes avait atteint un plafond. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on a assisté à un véritable bond en avant, lorsque les lunettes ont permis de garder les mains libres, grâce à l'introduction de branches qui s'étendaient au-dessus des oreilles. L'un des exemples les plus remarquables de ces lunettes modernes sont les fameuses Martin's Margins, conçues par l'inventeur Benjamin Martin. Aujourd'hui, ces lunettes sont très recherchées par les collectionneurs, mais elles ont été pionnières dans la quête de verres plus précis et plus fins, soutenues par des montures robustes. Une fois que les lunettes sont devenues intra-auriculaires, leur évolution a semblé s'accélérer. Même Benjamin Franklin a contribué à ce développement, en inventant le verre à double foyer, une solution astucieuse pour ceux qui devaient jongler avec des problèmes de vision de près comme de loin. Il a ingénieusement découpé deux lentilles et les a couplées en une seule monture. À la même époque, les lunettes en ciseaux ont gagné en popularité. Il s'agissait essentiellement de lunettes de poche, pliables comme une paire de ciseaux et parfaites pour les moments où l'on avait besoin de jeter un coup d'œil rapide sur quelque chose d'important. Certains messieurs n'étaient guère enthousiastes à l'idée de porter des lunettes en permanence, et ces lunettes compactes présentaient donc une solution idéale. À l'aube du XIXe siècle, les lunettes étaient encore fabriquées à la main et n'étaient pas accessibles à tous. Mais eu égard à la révolution industrielle qui s'annonçait, la production en masse de montures et de verres se profilait déjà à l'horizon, facilitant la correction de la vue pour les travailleurs acharnés. Le début du XVIIIe siècle a également vu l'introduction de verres cylindriques uniques, conçus pour corriger l'astigmatisme. Au cours du XXe siècle, les lunettes ont commencé à passer du statut de nécessité oculaire à celui d'accessoire de mode. Un large éventail de montures de formes, de matériaux et de couleurs différents a commencé à inonder le marché, permettant aux porteurs de choisir des lunettes adaptées à la forme de leur visage, à la couleur de leurs yeux, ou même à leur tenue vestimentaire. Theodore Roosevelt, par exemple, portait des lunettes sans branches qui restaient en place grâce à un pince-nez. Bien qu'elles soient tombées en désuétude en raison de leur aspect digne du siècle dernier, ces lunettes faisaient fureur à l'époque.
Ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'avènement de plastique robuste. Les montures n'avaient plus besoin d'être en bois, en métal ou en corne. Ce plastique pouvait être moulé dans un vaste assortiment de formes et de tailles. C'est également au XXe siècle que l'on assiste à l'essor des lunettes de soleil. Si l'idée est née en Asie au XIIe siècle, elles étaient à l'origine destinées à masquer l'expression des juges, et non à améliorer la vision ou à protéger du soleil. Plusieurs fabricants ont joué avec des verres colorés, mais pas pour des raisons de protection. Très vite, cependant, les lunettes de soleil teintées sont devenues populaires, en raison de la sensibilité à la lumière due à certaines conditions médicales. Cette tendance s'est rapidement imposée, et, à la fin des années 20, les lunettes de soleil étaient produites en masse. Non seulement pour protéger du soleil, mais aussi pour réduire l'éblouissement. Les années 80 ont vu naître les lentilles en plastique, moins susceptibles de se briser et plus légères et plus fines que les lentilles en verre. Et l'innovation ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, nous disposons de verres dotés de revêtements protecteurs qui réduisent l'éblouissement et bloquent les rayons UV nocifs. Aussi fascinant que cela puisse sembler, une autre découverte intéressante a trait au pourcentage de personnes affectées par des problèmes de vision. Certaines études suggèrent que la myopie n'était pas aussi répandue dans le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. En réalité, le nombre de personnes diagnostiquées comme souffrant de myopie a explosé. Les projections indiquent même que d'ici à 250 ans, une personne sur 2 sur la planète pourrait être myope. Une étude particulière a mis en lumière le fait que la myopie touche aujourd'hui 2 fois plus d'enfants que dans les années 60. Dans certaines régions d'Asie, la situation est encore plus accentuée. Alors que les médecins et les chercheurs du monde entier tentent de comprendre la cause profonde de ce problème, certains le qualifient d'épidémie. Les théories sont nombreuses, certaines pointant du doigt la génétique ou l'augmentation du temps passé devant les écrans et le nez enfoui dans les livres. Mais il y a aussi d'autres scientifiques qui ont remarqué un lien entre les enfants qui jouent moins à l'extérieur et la probabilité de développer une myopie. Quelle que soit la cause de cette situation, il est juste de dire que la myopie n'affectait probablement pas autant de personnes dans les temps anciens qu'elle le fait aujourd'hui. L'invention relativement récente des lunettes pour la myopie laisse penser que ce n'était pas un problème aussi pressant dans le passé. Peut-être les gens ont-ils trouvé des moyens d'adapter leur mode de vie pour mieux gérer leur myopie. Ou peut-être que l'on s'efforçait davantage d'adapter les emplois aux capacités visuelles des gens plutôt que de rechercher des solutions techniques pour uniformiser la donne. Vous avez vu un bon film d'horreur récemment? Si vous êtes fan de ce genre, vous savez apprécier une bonne intrigue. Et si je vous disais qu'il n'y a pas meilleur scénariste que Mère Nature? Les catastrophes de l'Antiquité étaient plus effrayantes que n'importe quel film d'horreur d'aujourd'hui. Des tsunamis aux éruptions volcaniques. Vous serez choqués par l'ampleur de ces événements. La catastrophe naturelle qu'il faut absolument éviter, c'est le tsunami. Ces gigantesques murs d'eau déferlent sur les côtes et emportent tout sur leur passage. Et ils ne datent pas d'hier. Les scientifiques ont pu établir une chronologie à partir de quelques traces laissées par les plus grands tsunamis. Dans le nord du Chili, un gros rocher se dresse au-dessus de l'océan Pacifique. Derrière lui, un désert à perte de vue. Cette pierre de 44 tonnes n'a rien à faire ici. C'est le résultat d'un tsunami. Des vagues de la hauteur d'un immeuble de 6 étages ont transporté des blocs rocheux comme des cailloux. Les chercheurs estiment que ce phénomène s'est produit en 1420. Mais comment peuvent-ils le savoir? Au XVe siècle, il n'y avait pas de documents écrits dans la région. Mais les détectives se sont mis au travail. Les archéologues ont découvert qu'à peu près à la même époque, un tsunami s'est produit au Japon, de l'autre côté de l'océan Pacifique. Le sol a tremblé au large des côtes chiliennes. C'est ainsi que le tsunami a été créé. La vague a ensuite parcouru près des 2/5 de la circonférence de la Terre. Un tsunami vraiment infatigable. Mais ce n'était pas un événement isolé. Des indices suggèrent qu'un événement similaire s'est produit il y a 3800 ans. À cette époque, les peuples anciens avaient décidé d'abandonner leur village côtier. Ils se déplaçaient vers l'intérieur des terres. Comment savaient-ils qu'il était temps de partir? Il existe des traces d'érosion causées par de forts courants, signe révélateur d'un ancien tsunami. Comme vous l'avez appris dans vos manuels scolaires, l'oxygène représente 21% de l'air que nous respirons.
Mais il n'a pas toujours fait partie de l'atmosphère terrestre. Il n'y avait pas d'oxygène pendant toute la première moitié de la vie de notre planète. À l'époque, le dioxyde de carbone et le méthane étaient les principaux composants de l'atmosphère. Oui, ce même CO2 qui fait pétiller nos boissons. Mais l'autre gaz n'est-il pas dangereux? Eh oui, et le méthane est inodore. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de vie sur Terre il y a des milliards d'années. Comment sommes-nous passés du méthane à l'oxygène? Les cyanobactéries ont fait leur apparition. Ce groupe de microbes a commencé à évoluer il y a environ 2,7 milliards d'années. Ces micro-organismes connaissent la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de la lumière du soleil en énergie. Ils convertissent la lumière du soleil en énergie. Et quel est le sous-produit de ce processus? Vous l'avez deviné, l'oxygène. Rapidement, il a commencé à se répandre de l'eau vers l'atmosphère. Là, il s'est mêlé au méthane, et avec le temps, il l'a complètement remplacé. Les scientifiques ont baptisé ce processus la grande oxydation. Mais en quoi cela peut-il être mauvais? Après tout, c'est grâce à cela que nous sommes en vie. Tout cet oxygène a empoisonné les organismes anaérobies. Et non, il ne s'agit pas là de formes de vie qui séchaient leur cours d'aérobic et de pilates. Ce terme signifie simplement que ces micro-organismes n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer. Trop d'oxygène, et c'est la mort assurée. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Les scientifiques ont décrit un phénomène de saturation en oxygène qui a modifié l'atmosphère terrestre pour toujours. La disparition de la plupart des organismes anaérobies est un des premiers cas d'extinction. Ils n'aimaient pas l'atmosphère de l'époque et ont décidé de se retirer. Mais voyez le bon côté des choses. Ils ont fait de la place pour les humains qui, eux, adorent l'oxygène. Direction la Turquie. Non, pas les stations balnéaires que les touristes visitent en été, mais la région d'Anatolie, dans le sud-est du pays. On trouve à Göbekli Tepe les temples les plus anciens du monde. Ils remontent à la période néolithique. Les scientifiques y ont trouvé un pilier de pierre qui raconte l'histoire d'une ancienne catastrophe. Ils supposent que ce pilier est commémoratif. Aujourd'hui encore, l'homme construit des structures similaires pour marquer un événement important. Le Washington Memorial en est un exemple. Il a été construit en l'honneur du premier président américain. Mais ce pilier en Turquie ne commémore pas un événement heureux. Les scientifiques pensent qu'il témoigne d'un événement dévastateur, une comète venue s'écraser sur Terre. L'événement a dû être terrible. Le monument comporte également d'autres signes. Ces symboles correspondent à la configuration des étoiles du ciel nocturne de l'année 1950 avant notre ère. Cette date a stupéfié les chercheurs, car elle correspondait à leurs recherches antérieures sur un échantillon de carottes de glace au Groenland. Ils avaient découvert qu'un fragment de comète avait heurté notre planète à peu près à la même époque. Le site archéologique était peut-être un ancien observatoire. Et ceux qui y travaillaient ont été témoins d'un événement cataclysmique. L'impact a dû être si puissant qu'il a modifié l'axe de rotation de la Terre. Il s'agit du pôle imaginaire qui traverse notre planète de haut en bas. Cette ancienne comète a dû être très puissante pour déséquilibrer la Terre entière. Avez-vous entendu parler de la ville de Tal el-Hammam dans la vallée du Jourdain? La raison pour laquelle vous répondez probablement par la négative est que cette ville n'existe plus aujourd'hui. Elle a complètement disparu vers l'an 1650 avant notre ère. Elle était l'une des 3 villes principales de cette partie du Moyen-Orient. Ensemble, ces 3 villes avaient une population supérieure à celle de Palm Springs aujourd'hui. À l'époque, Tal el-Hammam était une métropole. Elle possédait même des gratte-ciel, des immeubles de 5 étages construits en briques crues. Mais les archéologues ont découvert d'étranges marques sur ces briques. Les briques avaient fondu sous l'effet de températures élevées. Au feu. Une catastrophe avait provoqué un incendie majeur. Les découvertes archéologiques nous ont permis de connaître la cause de ces dégâts, un caillou venu de l'espace. Mais alors, où est le cratère? Cette comète ou cet astéroïde n'a jamais atteint le sol. Il s'est désintégré avant car il se déplaçait à très grande vitesse. On appelle ces événements des explosions aériennes. La plus grande explosion de météores observée s'est produite à Tunguska, dans le nord de l'Asie, en 1908. Les scientifiques estiment que l'explosion de Tal el-Hammam s'est produite à 4 km au-dessus de la ville. Cet événement a libéré énormément d'énergie.
La température de l'air a rapidement atteint 2000 degrés Celsius. C'est assez chaud pour que le tissu et le bois s'enflamment en un instant. Les briques de terre crues et le métal commencent à fondre lorsqu'ils sont exposés à pareille chaleur. C'est ce qui expliquerait les indices découverts par les scientifiques. Mais il y a eu une autre découverte, du sel. L'événement a été si puissant qu'il a répandu du sel dans toute la région de la mer Morte. Tout agriculteur vous dira qu'un sol salé ne fait pas bon ménage avec les cultures. Les gens ont commencé à quitter la zone, ils ne pouvaient plus rien cultiver. Imaginez une île de village blanc entourée d'une mer bleu saphir. Un tel endroit existe dans la réalité. Il s'agit de l'île de Santorin. Mais cet endroit cache en réalité une histoire de destruction. L'île est d'origine volcanique. C'est une violente éruption qu'il a créée il y a environ 3000 ans. Aujourd'hui, il y a 2 îles. La plus grande a la forme d'un fer à cheval. Lorsque vous les regardez d'en haut, les 2 îles semblent former un cercle. C'est parce qu'elles formaient autrefois une seule et même terre. Elles comportaient une grande montagne et étaient de forme ronde. Mais tout a changé presque du jour au lendemain. L'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité a déchiré Santorin. La terre a tremblé, des tsunamis se sont formés et des nuages de cendres ont envahi le ciel. Une image effrayante. Les gens ont ressenti l'éruption à des centaines de kilomètres de là. Une fois l'éruption terminée, l'eau de mer s'est engouffrée dans la caldeira de l'ancien volcan. C'est pourquoi l'eau de la lagune a une si belle couleur. Si les scientifiques en savent autant sur le passé de Santorin, c'est grâce à un assistant improbable, un arbre, le genévrier pour être exact. Son bois aromatique est utilisé pour plein de choses, des meubles à la fabrication de crayons. Sur l'île grecque, ces cernes ont révélé l'histoire de l'ancienne éruption. Lorsqu'un arbre grandit, il ne se contente pas de monter. Il s'étend aussi en largeur. Chaque nouvelle couche d'écorce ajoute un anneau au tronc. Il faut 1 an pour qu'un anneau se forme. Et l'un des anneaux de cet arbre était anormalement pâle. Les scientifiques ont fait le calcul, et ils ont obtenu la date de l'éruption, 1560 avant notre ère. Tu es un aventurier à la recherche d'un sablier d'or caché dans la jungle d'un pays exotique. Tu trouves enfin l'artefact. Dès que tu t'en empares, quelqu'un se met à crier. « Stop, c'est la police, les mains en l'air !» Tu regardes autour de toi et tu vois 2 officiers. Tu retournes le sablier et tu tombes dans un portail qui se forme soudainement et qui t'emmène à travers l'espace et le temps. Et toi, étranger, ne bouge pas. Que fais-tu dans notre temple ? Tu regardes autour de toi et tu vois 2 hommes munis d'épées. Ce sont les policiers de l'ancienne Babylone. Ce vaste royaume de Mésopotamie a été le premier de l'histoire à inventer une liste de lois et de sanctions en cas de violation. La liste de ces règles, appelée Code d'Hammurabi, contenait 282 lois. Elles ont été gravées sur des piliers de pierre aux alentours du Xe siècle avant notre ère. Ces lois contenaient des règles concernant la famille et le comportement en société et étaient généralement similaires aux lois des civilisations modernes. Les autorités de Babylone ont créé des brigades de police spéciales composées d'habitants de la région. Leur objectif était de veiller à l'ordre public et de s'assurer que personne n'enfreignait la loi. Certains documents relatifs au travail de CES Escouade ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Ils racontent comment la police antique empêchait les fêtes bruyantes, surveillait le recouvrement des impôts et recherchait les voleurs et les pillards. En général, leur routine était similaire à celle de la police moderne. Ils gardaient Tilepo et Temple et veillaient à que rien ne leur soit volé. Tu es maintenant dans leur temple, avec le sablier d'or dans les mains. Le sable s'écoule et tu te téléportes à un autre endroit. Nous sommes au XIVe siècle. Tu te trouves au Nigeria, dans une plaine brûlante, sous un soleil de plomb. Tu entends quelqu'un s'approcher de toi par derrière. Arrête! Ne bouge pas! Ton sort sera décidé lors de la réunion. 2 gardes Okonko, membres de l'ethnie Igbo, s'approchent de toi en tenant des lances. L'Okonko se compose de riches et de pauvres, de jeunes et de vieux. Ils étaient les juges de la justice et veillaient à ce que personne ne viole les lois. Chaque village avait sa propre brigade d'Okonko. Ils punissaient sévèrement ceux qui trichaient ou faisaient du tort à d'autres personnes. L'Okonko réglait également les conflits fonciers. Avant de prononcer un verdict ou une sentence, l'Okonko en discutait lors de réunions publiques. Tu n'as pas enfreint leurs lois, mais tu es un étranger dans leur village et ils veulent t'attraper.
Heureusement, le sablier te téléporte hors des lieux. Tu es à l'intérieur d'un temple de l'Égypte ancienne. Tu entends des chiens qui aboient, des singes qui crient et des voix humaines. Qui êtes-vous? Tu te retournes et tu vois les Medjay, la police de l'empire du milieu de l'Égypte ancienne. Ces hommes expérimentés, armés d'épées, patrouillent dans les rues avec des chiens et même des singes. Ils résidaient dans le royaume voisin de Nubie. Cependant, à mesure que le territoire égyptien s'étendait, ils ont offert leur service en tant que gardiens de l'ordre. Au cours du Nouvel Empire, les prêtres du temple d'Égypte exerçaient des fonctions de police. Ils protégèrent les temples et arrêtaient les pillards et les voleurs. Si quelqu'un volait un objet dans un temple, les prêtres du temple arrêtèrent le voleur et menaient leur propre enquête. Ils ne mèneront aucune enquête cette fois-ci, car tu disparais et tu poursuis ton voyage. Tu es maintenant dans une jungle chaude, tu peux voir de grands bâtiments en pierre à travers les buissons et les arbres et tu entends une rivière couler et des voix de gens. Tu es à côté d'une grande zone agricole. On dirait une civilisation moderne dans une forêt tropicale, mais nous sommes au XVe siècle, dans l'Empire Inca, sur la côte sud-américaine. Ici, les policiers sont appelés Tocricoques, ce qui signifie « celui qui voit tout ». 2 Tocricoques passent à côté de toi sans rien te dire. L'Empire Inca disposait d'un système juridique développé, et personne ne pouvait t'arrêter juste comme ça. Celui qui accuse une autre personne d'avoir violé la loi doit être d'un rang supérieur à celui de l'accusé. Les Tocricoques étaient donc les personnes les plus haut placées dans les villes. Ils veillaient à l'ordre et procédaient également au recensement de la population. Ils étaient également chargés de la distribution des terres et de la construction des routes et des ponts. Ils tenaient tous les procès en public et punissaient les auteurs de violations graves. En revanche, les petits voyous n'étaient soumis qu'à un blâme public. Ici, on se sent en sécurité grâce à des lois sévères mais justes. Mais le sablier s'agite et t'emmène vers la Grèce antique. Et pour être honnête, tu n'as pas de chance car c'est la Crypteia de Sparte qui est en charge ici. Ces durs à cuire se sont entraînés au duel dès leur plus jeune âge et ont développé une force et une endurance incroyables. Oui, tout était comme dans les films. Crypteia signifie « caché ». Cette police agit toujours prudemment et discrètement pour porter un coup décisif. Ils n'avaient pas d'armure ni de grandes épées. Ils portèrent des vêtements légers et des couteaux aiguisés. Le Crypteia maintenait l'ordre et s'assurait que les fermiers payèrent les impôts et partageaient leurs récoltes. Ils réprimaient également toute rébellion parmi la population. Contrairement à la police des autres pays, la Crypteia travaillait la nuit et se reposait le jour. Comme il faisait jour, personne ne t'arrêtera. Mais si c'était la nuit, tu aurais eu du mal à échapper à la police spartiate. Tu te téléportes dans l'ancienne Judée, où un système judiciaire équitable était très apprécié. Chaque ville avait son juge et 2 soldats entraînés sous son commandement. On les appelait les Chotérim judéens. 6 combattants étaient excellents au tir à l'arc et à l'épée. Ils étaient chargés de vérifier et de fixer les prix du marché et de résoudre les problèmes de propriété privée et de sécurité publique. Les chiens doivent être enchaînés dans chaque maison. Il ne doit pas y avoir de fosses dans les rues. Et la vente de couteaux et d'épées doit être strictement réglementée. Toute violation de la loi faisait l'objet d'une enquête et d'une procédure judiciaire. Les habitants ont vraiment apprécié cet ordre et l'ont payé en tant que contribuable. Le sablier d'or te transporte dans l'Afrique de l'Ouest du XVe siècle. Tu es dans l'Empire Songhai. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique de l'Ouest, doté d'une police de premier ordre appelée Kadi. Les infractions graves étaient punies cruellement, si bien que les gens avaient peur d'enfreindre la loi. Les Kadis étaient des fonctionnaires nommés par le roi. Ils décidaient qui devait passer en cour martiale et qui devait être puni d'une petite amende. Ils surveillaient non seulement l'ordre dans les villes, mais aussi l'environnement du roi. Si quelqu'un voulait commettre une trahison ou renverser le souverain, le cadi le découvrait et neutralisait la menace. Tu te retrouves dans un endroit très chaud. Mais pas parce que le soleil est brûlant, mais parce qu'il y a des flammes partout. Le bâtiment dans lequel tu te trouves est en feu et tu ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, 2 hommes courent à l'intérieur et te sortent de là. Ils viennent de te sauver la vie. Voici les vigiles, la police de l'Empire romain. Plus précisément, il s'agissait de pompiers. En au 21e avant notre ère, l'empereur romain a ordonné à ses sujets d'éteindre les incendies dans les maisons des nobles et des pauvres ordinaires. L'empereur a reçu des éloges pour cela et a décidé de créer le premier service public de lutte contre les incendies à Rome. Les vigiles patrouillaient dans les rues
et éteignirent les incendies causés par la chaleur ou les voyous. Bientôt, les vigiles ont commencé à maintenir l'ordre et à attraper les voleurs. Ils portèrent des armures légères et disposaient de fouets et de bâtons. Tu n'as pas le temps de les remercier de t'avoir sauvé la vie, car le sablier t'emmène à une autre époque. L'Empire maurien, qui a duré de 320 et 1e à 185e avant notre ère, a été le premier empire de l'Inde ancienne. Tu n'as pas eu le temps de faire quoi que ce soit, puisque 2 gros bras t'ont attrapé et t'ont bandé les yeux avec un chiffon. Ils t'ont emmené à l'interrogatoire. Chaque ville de cet état avait un chef de police et son équipe appelée GOPS. Ils faisaient tout le travail de police et espionnaient pour le compte de l'empereur. Ils recherchaient d'autres espions, enregistraient les nouveaux visiteurs et les suivaient. Ils patrouillaient dans les rues, maintenaient l'ordre et savaient tout ce qui se passait dans les villes. Ils allaient te mettre en cage, mais tu as disparu de leurs mains. Tu es enfin revenu au XXIe siècle. Il n'y avait plus de sable dans la partie supérieure du sablier. Tu envisages donc de commettre un petit volume pour voir comment la police moderne réagirait. Mais le sablier réapparaît et te dépose en prison pour que tu puisses voir les choses de près. Puis tu te réveilles. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir.
Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et va à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène, mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal. Ils ne ressemblent pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent.
mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries, et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Il y a environ 800 000 ans, un gigantesque astéroïde a traversé l'espace en direction de la Terre. Il a percuté notre planète avec une force phénoménale. Il a recouvert 10% de la surface terrestre de débris rocheux noirs et verts brillants appelés tectites. Les tectites sont des morceaux de roche qui se liquéfient sous l'effet de la chaleur de l'impact d'une météorite. Ils refroidissent ensuite pour ressembler à des cailloux sombres et vitreux. Une traînée de ces tectites a été éparpillée dans toute l'Asie du Sud-Est et a atteint l'Est de l'Antarctique. C'est ainsi que les scientifiques savent que cet impact de météorites géants a eu lieu. Les chercheurs ont passé près de 100 ans à essayer de trouver le gigantesque cratère causé par l'impact. Mais les tectites étaient trop éparpillées. C'est pourquoi ils n'ont pas pu localiser l'endroit exact. Jusqu'à récemment, une équipe d'experts de différentes universités a essayé de découvrir le point zéro de l'impact de la météorite. Ils ont examiné plusieurs cratères en Chine et au Cambodge, mais aucun ne semblait avoir été créé par le crash d'une météorite. Les experts ont alors décidé d'enquêter au Laos. C'est le pays où ils ont découvert le plus grand nombre et la plus grande concentration de tectites. Après avoir exclu tous les cratères visibles, l'équipe a imaginé une nouvelle théorie. Et si le cratère était caché par quelque chose? À la recherche du cratère potentiel, les scientifiques ont relevé des mesures de gravité à différents endroits dans tout le Laos. Sur le site d'une ancienne éruption volcanique, sous des couches épaisses et denses de lave volcanique refroidie, ils ont découvert une importante anomalie gravitationnelle. Cela s'est avéré être un grand cratère allongé, profond de plus de 91 mètres et s'étendant sur 13 km de large et 18 km de long. D'après l'emplacement et la taille énorme du cratère, les scientifiques pensent que c'est le site d'impact de l'ancienne météorite. Il y a plus de 2 milliards d'années, bien avant l'ère des dinosaures, la Terre a été frappée par l'un des plus gros astéroïdes à avoir jamais touché notre planète. L'astéroïde mesurait environ 10 à 14 km de diamètre et a créé le plus grand cratère d'impact sur Terre. Il s'agit du cratère de Vredefort. Il se trouve sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud. Quand il s'est formé, il avait un diamètre gigantesque de 300 km. Au fil des siècles, le cratère massif s'est lentement érodé pour former le dôme de Vredefort. Il s'agit d'une formation de collines rocheuses qui était le site central de l'impact de l'astéroïde. Cette formation est si grande qu'elle peut être vue depuis l'espace. Aujourd'hui, le dôme de Vredefort est un site reconnu du patrimoine mondial. Il abrite aussi plusieurs villes et communautés qui encouragent les touristes à venir visiter l'ancien cratère. En 1943, un pilote s'est écarté de sa trajectoire de vol habituelle pour éviter des conditions météorologiques dangereuses. En survolant le Québec, au Canada, il a repéré un grand bassin parfaitement circulaire. C'est ainsi que le cratère Pingaluit a été découvert. Il y a environ 1,4 million d'années, une météorite est tombée à cet endroit, créant ce cratère d'impact petit mais profond. Il a un diamètre de 3 km et une profondeur de 400 mètres. Un lac d'un bleu profond s'est formé au fond du cratère. On dit que ce lac contient l'une des eaux les plus pures du monde, car il n'a ni entrée ni sortie. Cela signifie que le lac est uniquement rempli par les pluies et la fonte des neiges. Il abrite une espèce de poisson appelé omble chevalier. Le bassin de Sudbury se trouve également au Canada. Formé il y a plus d'1,8 milliard d'années, c'est l'un des plus grands et des plus anciens cratères d'impact du monde. Il est situé en Ontario. Mais l'impact de la collision a été si puissant que des débris ont été retrouvés à 800 km de là, dans le Minnesota. Contrairement à la plupart des cratères d'impact, qui ont une forme circulaire, le bassin de Sudbury est ovale. Il mesure 62 km de long et 30 km de large. Le site d'impact original aurait pu avoir une profondeur énorme de 16 km, mais sa version moderne est beaucoup moins profonde. L'astéroïde qui a créé le bassin transportait une forte concentration de minéraux naturels. Cela a rendu le sol du cratère incroyablement fertile. Aujourd'hui, ce sol abrite de nombreux vergers et potagers. La formation unique du cratère du bassin de Sudbury a été utilisée pour entraîner les astronautes d'Apollo avant qu'ils ne se lancent dans leur mission sur la Lune. La météorite la plus célèbre de toutes est peut-être Chicxulub. C'est celle qui a causé l'anéantissement de 75% de toute la vie végétale et animale sur Terre, y compris les dinosaures. La météorite Chicxulub avait un diamètre de 10 km lorsqu'elle a frappé la Terre il y a 66 millions d'années. Le cratère se trouve maintenant au large des côtes du Mexique,
caché profondément sous les fonds marins. Il fait environ 150 km de diamètre et 19 km de profondeur. Récemment, les scientifiques ont réussi à forer profondément dans le plus haut sommet du cratère d'impact pour collecter des échantillons de roches. Ils ont découvert que la disparition des dinosaures n'était pas due à la taille géante de la météorite ou à l'ampleur de l'explosion, mais plutôt à cause de l'endroit exact où Chicxulub a frappé la Terre. La météorite a frappé une partie de notre planète qui était densément remplie d'un composé minéral appelé gypse. C'est un minéral sulfaté mou qui est généralement utilisé comme engrais. La collision a projeté tellement de soufre dans l'air qu'elle a bloqué les rayons du soleil. Cela a provoqué l'hiver sombre et prolongé qui a condamné les dinosaures. L'un des plus jeunes cratères de la Terre est le cratère Barringer à Winslow en Arizona. C'est aussi l'un des cratères les mieux préservés de la Terre. Il s'est formé il y a 50 000 ans, lorsqu'une lourde météorite, composée principalement de fer, est tombée de l'espace. L'atmosphère de la Terre a à peine ralenti l'énorme morceau de métal. Il est entré en collision avec le sol avec une force incroyable. La météorite s'est vaporisée à l'impact, laissant très peu de reste. Le cratère laissé par cette puissante explosion a été nommé d'après l'homme qui l'a identifié en 1903. Il s'agissait d'un ingénieur des mines appelé Daniel Barringer. Le diamètre du cratère est de 1200 mètres et sa profondeur est de 170 mètres. La famille Barringer possède toujours le site de l'impact à ce jour. Il est possible de visiter le cratère et de faire une visite guidée de son pourtour. Le cratère Popigai en Sibérie est l'un des plus intéressants de la Terre. Il y a plus de 35 millions d'années, l'impact d'un astéroïde a formé ce bassin massif. Le cratère mesure 100 km de diamètre, ce qui en fait le 4e plus grand cratère du monde. Ce cratère est unique car il abrite l'un des plus grands gisements de diamants du monde. La pression intense de la collision a transformé le graphite du site d'impact en diamant. Les scientifiques affirment que le cratère contient des milliards de carats de diamants, mais personne ne les a jamais exploités en raison de l'isolement du site et du manque d'infrastructures. En l'an 1530 avant Jésus-Christ, une météorite est entrée dans l'atmosphère de la Terre avant de se briser en morceaux. Les fragments brûlants de la météorite sont tombés en pluie sur la Terre et se sont écrasés sur la surface de la planète. En conséquence, un groupe de cratères est apparu sur une petite île estonienne, Saaremaa. Le plus grand cratère est un cercle parfait de 110 mètres de large. Il a une profondeur de 21 mètres et est rempli d'eau. 8 petits cratères apparus lors de la collision se trouvent dans un rayon de 800 mètres autour du cratère principal. L'impact des fragments de météorites a provoqué l'embrasement des arbres de l'île. Presque toutes les forêts ont brûlé. Heureusement, les bois ont désormais repoussé et les cratères sont devenus une destination de randonnée populaire pour les touristes. Il y a environ 200 millions d'années, une météorite a frappé la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Québec, au Canada. Cette collision a créé le 6e plus grand cratère d'impact au monde. Il avait un diamètre de 64 km, mais au fil des siècles, le bord extérieur du cratère s'est rempli d'eau. On l'appelle maintenant le réservoir de Manicouagan. Le lac du cratère d'impact est si grand qu'il peut être vu depuis l'espace. Et sa forme étrange a donné au lac son surnom, l'œil du Québec. Le plus vieux cratère de météorite du monde se trouve en Australie occidentale. Le cratère de Yarabuba a 2,2 milliards d'années. Le site d'impact est si ancien que le cratère d'origine s'est complètement érodé. Le diamètre du cratère de Yarabuba était d'environ 30 à 70 km. Les scientifiques ont réussi à déterminer l'âge du site d'impact en analysant les anciens cristaux et minéraux trouvés dans le cratère.